Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. 12 années à la tête de la province du Kasaï oriental. Qu'a-t-il fait de la province du Diamant? Dans quel état l'a-t-il laissé? Élu député national 2 fois, Alphonse Boïka-Sandji est l'invité de questions d'actualité. Monsieur le député, merci de votre disponibilité. Êtes-vous prêt à défendre 12 années à la tête de la province orientale de manière continuelle? Je suis prêt et disposé de répondre à toutes les préoccupations liées à mon bilan à la tête de la province du Kasaï oriental. Les 12 années de notre exécutif provincial. Alors, vous-même, personnellement, comment vous faites le bilan de 12 années à la tête de la province orientale? Du Kasaï oriental. Sans complaisance, hein? Oui. Bien. Madame Françoise, avant de vous parler du bilan, il faut d'abord faire l'état des lieux de ce que j'ai trouvé quand je suis entré en fonction en mars 2007. Qu'est-ce que j'avais trouvé quand je suis arrivé en 2007 en fonction? Une province en délabrement total sur tous les plans. Sur le plan des infrastructures, sur le plan d'approvisionnement de la province, sur le plan de l'éducation, les enfants étaient dans les mines de diamants, sur le plan social. Vous avez succédé à qui, s'il vous plaît? J'ai succédé à Dominique Kankou, au gouverneur Dominique Kankou. Alors, j'ai trouvé que la province n'avait pas d'infrastructure routière, même dans la ville. Ça, c'est en 2007. 2007. Et vous avez accepté de prendre une province que vous décrivez par terre. Par terre, j'ai accepté d'assumer valablement ces responsabilités-là pour pouvoir relever les défis et répondre aux attentes de la population. Comme je vous l'ai dit, une province où, pour manger, ils étaient obligés de détôler. Vous avez détôlé votre maison, une tôle, vous vendez pour manger à la maison. Vous détachez des briques, etc. Cela a été lié forcément par la situation de la MIBA. MIBA qui était agonisante, c'est la MIBA qui pouvait, quand elle payait ses agents, l'argent circulait sur le marché local. C'est la MIBA qui, quand elle donnait de la farine à ses agents, à ses travailleurs, cette farine circulait, on revendait. Un agent qui a 10 sacs, il consomme 2, 8, tout ça. Mais du coup, un crash à la MIBA, c'était à l'arrêt. Et c'est dans cet état-là que j'ai trouvé. Je trouvais que les commerçants, les grands commerçants du moins, avaient quitté la ville. Parce qu'ils avaient des difficultés d'approvisionnement de la ville, c'est-à-dire leurs marchandises commandées, soit à Dubaï, soit qui venaient par la voie de l'Ouest, étaient bloquées. Donc il y en avait qui avaient 10 mois, 12 mois, comme ça traînait sur la voie ferrée. Bloqué parce qu'il n'y avait pas... Locomotive, la CNCC n'avait pas de locomotive. Et voilà, donc d'autres marchandises avaient périmé et c'était ça la situation. Je suis entré en fonction, la première mission, une semaine après, vous êtes allé au Qatar. Je suis allé au Qatar. Faire quoi? Débloquer la situation des marchandises pour que les commerçants, les marchandises soient acheminées. Deuxième chose... De à Moïse Katumbi à l'époque gouverneur, c'est ça? Effectivement, vous étiez frères avant que les clivages politiques ne vous... On est toujours frères, on est toujours frères. Donc, j'ai eu l'aide de mon collègue, le gouverneur Moïse Katumbi Chapoué, au cours de notre bipartite. Nous avions débloqué la situation des marchandises. La marchandise était acheminée. Et ensuite, il fallait trouver des solutions durables. Pas une solution ponctuelle. Oui, on a acheminé la marchandise, mais il fallait que ce soit d'une manière continuelle. Alors, nous avons fait des démarches, mené des démarches
auprès du gouvernement de la République. On a rencontré les chefs de l'État. Et à l'époque, c'est l'ancien chef de l'État, le Joseph Kabila Kabange. Et la SNCC avait acquis 20 locomotives. Et l'acheminement était facilité, fluide. Nous avons mené les démarches pour être totalement, parce que notre objectif était de se désenclaver, c'est-à-dire quitter Mbuji-Mayi facilement. La production locale doit être acheminée ailleurs et nous recevons. Et comment vous avez fait? Je parle de l'aéroport maintenant, l'aéroport de Mbuji-Mayi. On a mené les démarches pour recevoir les avions qui peuvent aller dans toutes les destinations du monde. Et là, il y a Ethiopian qui a mordu et nous sommes désenclavés de Mbuji-Mayi vers toutes les destinations d'Ethiopian à travers le monde. Il y a eu une brève suspension liée à la situation sécuritaire, mais les vols vont devoir reprendre. Sur le plan de la vie sociale, comme je l'ai dit, la santé, l'éducation, la vie sociale, je vous ai dit que tout était lié à l'amiba. Pour manger, il fallait manger le maïs qui venait du Katanga, de la Zambie, de la Tanzanie, même de l'Afrique du Sud. J'ai initié mon premier programme, la première décision que j'ai prise, c'était la décision de rendre l'agriculture priorité des priorités. Pousser la population à l'agriculture. Ça produit des effets? Effectivement. C'est-à-dire, j'ai trouvé la mesure du maïs appelée méga, qui se vendait à 3500 francs. J'ai réduit cela à 400, 500 francs. Et durant plusieurs années, je peux dire 7-8 ans, était la guerre de Kamwena Nsapou qui a perturbé la situation de l'agriculture. C'est l'aspect sécuritaire, on abordera aussi. Donc, c'est pour vous dire que les gens ont mangé à leur faim. J'ai acheté les tracteurs. Donc, avec l'aide du chef de l'État. Sans crainte que vous soyez contredit par ceux qui vont nous suivre. Les gens ont mangé à leur faim quand on a des statistiques fraîches de 13 millions de Congolais qui ont faim. Vous soutenez que vous avez combattu la faim? C'est une situation actuelle. Vous parlez de la situation actuelle du pays et non de la province du Kasaï oriental. Qui fait partie du pays aussi. Hein? Ça fait partie du pays. Mais je vous parle de la situation de ce que j'ai fait avec les conséquences immédiates de la mesure de rendre l'agriculture priorité des produits. Non seulement cela, mais j'ai poussé tout le monde à l'agriculture, c'est-à-dire les sociétés installées en Mbuji-Mayi, au Kasaï, je les ai poussés à avoir chacune un champ. Et les champs étaient distribués gratuitement. Et les gens ont cultivé. Tout le monde avait son champ. Moi-même, les membres du gouvernement, la population. Et nous avons produit assez. Ça tient jusqu'aujourd'hui, ce que vous il y a eu, comme je l'ai dit, le passage de Kamwena Nsapou avait perturbé les choses, mais les dispositions sont là. Et nous avions poussé pour avoir l'aide extérieure. Et là, il y a la Banque mondiale qui est arrivée. Et ce programme doit devoir commencer. Il commence d'abord avec un programme d'urgence, toujours dans le domaine de l'agriculture. Et ça doit démarrer cette année. Et c'est ce que j'ai quand même essayé d'avoir. Et j'ai eu ça. C'était pour renforcer davantage les dispositifs en place dans le domaine de l'agriculture pour avoir des solutions durables, pas des solutions ponctuelles. Là, je parle de l'agriculture. Je vous parle maintenant de l'eau et l'électricité. Ça, c'est le gros problème. On se rappelle des chansons, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Voilà. Même pendant votre règne, ça n'a pas changé après vous. Non, non. Je vais vous dire ce que j'ai fait. J'ai obtenu de la part de la BAD, à travers le projet PRISE, la desserte de la ville de Mbuji-Mayi, Mwenna Ditu, Luputa
Luputa, c'est avec l'église des Saints des Derniers Jours qu'on a fait ça. Cabinda, Lodja, j'ai parlé d'Nganajika, Mwenaditu, Cabinda, Luputa, Lodja et Mbujimaï. D'abord, pour les 5, Nganajika a l'eau 24 sur 24, Luputa a l'eau 24 sur 24, Mwenaditu a l'eau 24 sur 24, Cabinda a de l'eau 24 sur 24, Lodja a de l'eau 24 sur 24. Et le projet de Mbujimaï devrait démarrer. Quand que l'eau coule 24 heures sur 24? Depuis 3 ans, bientôt. Et le projet de Mbujimaï devait démarrer depuis une année. Malheureusement. Il y a eu au moment où... comprendre, on dessert les autres villes, mais Mbujimaï, le miroir, a toujours de problèmes d'eau et vit presque dans le noir. C'est un gros investissement que ça demande. Et là, j'ai obtenu les fonds. Donc 65 millions de dollars. On pourrait dire que c'est un des échecs que vous avez traîné. Non, allons-y. Allons-y. J'ai obtenu les 65 millions de dollars de la part de la BAD et de la KfW pour la desserte en eau de la ville de Mbujimaï. L'extension du réseau. Quand vous dites c'est un gros investissement, excusez-moi, monsieur le député, c'est chiffré à combien pour qu'il y ait l'eau de manière... Il y a d'abord 2 actions à mener. La première action, c'est l'extension du réseau de la régie des eaux. Parce que le réseau actuel était construit quand la ville de Mbujimaï ne disposait que de 300 000 habitants. Et aujourd'hui? Maintenant, nous en sommes à plus de 3 millions. Donc, il faut une extension du réseau. Et faire en sorte qu'on ait un système qui ne demande pas beaucoup de courant électrique, donc la consommation électrique. Et là, il faut construire des châteaux d'eau de manière à ce que quand on pompe l'eau, une fois pour toutes, par système gravitaire, on dessert la population. On n'a pas nécessairement besoin de l'électricité, parce que le gros problème, c'est encore l'électricité. Donc au-delà de l'extension du réseau, il faut résoudre les problèmes électriques. J'aimerais vous dire d'abord ce qu'on a fait du réseau. C'est-à-dire, on a disposé de 65 millions, la BAD qui finançait le projet. Mais au moment où le marché était passé, une société chinoise qui a gagné le marché, il y a une dénonciation. Une lettre écrite à partir de Mbujimaï. On dénonce que le marché... Qui dénonce? Je suis allé auprès du représentant résident de la BAD qui me dit qu'il y a eu une lettre anonyme envoyée à la BAD, là-bas, à Abidjan. Dans cette lettre, on dénonce la passation de ce marché-là, qu'il y aurait eu la participation de la mafia là-dedans. Il y a eu... les fonctionnaires qui ont participé à la mafia pour faire gagner le marché à cette société-là. Et on a bloqué l'exécution des travaux. Est-ce que vous avez respecté la passation de marché? Tout était respecté, les appels d'offres, les sociétés étaient venues, si vous verrez dans les images. Et on a passé le marché, une société a gagné. Du coup, une dénonciation. Et là, ça a bloqué la machine, l'exécution des travaux. Dans l'entretemps, la population dans la souffrance. Et vous n'avez pas trouvé une autre solution de génie, parce qu'il faut le dire, le Kassai oriental est réputé par ses hommes, c'est-à-dire des investisseurs, des gens qui touchent à de l'argent. Vous avez rencontré un mur vis-à-vis de la BAD, mais vous n'avez pas une solution magique auprès des investisseurs nationaux qui pouvaient aussi trouver une solution. C'est une très bonne question, Madame Françoise. Je dois vous dire que nous avons certains sorciers au milieu de nous qui n'aiment pas les bonnes choses. Vous voyez, certains sorciers. J'avais initié avec les opérateurs économiques locaux parce que le vrai problème actuellement qui empêche la desserte en eau, outre l'extension du réseau, c'est le problème électrique. Parce que si on avait l'électricité, la desserte allait quand même être assurée. Alors il fallait résoudre les problèmes électriques.
Nous avons une société Hydroforce, NRK, aujourd'hui. D'abord, c'était Hydroforce. Et qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, pour faire accéder la population à l'électricité, qui était un domaine réservé seulement aux agents de la MIBA, au cadre MIBA, et quelques recommandés, des VIP recommandés par soit l'autorité provinciale, soit le PAD de la MIBA. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait quand je suis arrivé? Il fallait libéraliser le courant pour tout le monde. À travers la société Hydroforce, on a libéralisé. Tout le monde qui pouvait payer sa caution, etc., être abonné à le courant aujourd'hui. Si bien que les petites et moyennes entreprises qui étaient en mesure d'avoir quelque chose, de s'abonner, ont l'électricité. Mais cette décette en électricité rencontre une difficulté, laquelle? Ce sont des machines vétustes de la MIBA, qui datent des années 53, etc. La nouvelle centrale construite, dont la technologie est inadaptée aujourd'hui, en 92, ne tourne pas. C'est la vieille centrale de 53 qui tourne aujourd'hui. Alors, il fallait ajouter certaines pièces dont la société avait besoin pour rénover les machines et continuer la desserte en électricité. J'ai mobilisé les opérateurs économiques locaux. Ils ont mis en jeu 4 millions de dollars parce que la société en avait besoin pour rénover, pour ajouter certaines machines et rendre la desserte normale en électricité. Là, j'ai rencontré une barrière. Ce sont nos frères de la MIBA à l'époque qui n'ont pas voulu que les actionnaires locaux aient des parts dans la société financent le projet. Et pourtant, c'est moi qui ai contribué au départ. La MIBA avait signé un contrat avec Hydroforce pour que Hydroforce apporte 4 millions pour la rénovation des machines. Hydroforce n'avait jamais donné cet argent. Et la MIBA était obligée de rompre le contrat. Avec les influences de certaines personnes d'ici, la MIBA était incapable de rompre ce contrat-là. Vous citez des personnes dont les noms restent anonymes, c'est mieux de ne pas les citer si vous n'avez pas le courage de les citer aujourd'hui. Il ne faut pas citer tout le monde. Il y a certaines vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Mais qui libèrent. Parce que vous avez le poids aujourd'hui, vous défendez seul. Bon, quand on cite... Vous aviez la malchance de rencontrer, de boutiquer des projets qui restaient inachevés. Non, mais... vous devez nommer... Je vais y aller. Je vais y aller. Vous comprendrez que il y a des projets qui ont abouti. Il y a des projets qui sont en cours d'exécution qui doivent arriver. Parce que il y a des actions à court terme, moyen et long terme. Oui, oui. Donc, pour revenir à l'eau qui est liée à l'électricité voilà. Avec alors, la MIBA. Là, le projet de la centrale a été obstrué par certaines mauvaises volontés qui ne veulent pas du bien-être, mais qui sont premières à critiquer. Et vous n'avez pas le courage de les dénoncer aujourd'hui? Je vous ai dit la MIBA d'abord. La MIBA, les dirigeants de la MIBA à l'époque, ils ont bloqué les financements des 4 millions qu'ils n'ont pas obtenus à travers leur contrat avec Hydroforce. Mais quand je les obtiens, on bloque. Donc, là, il faut résoudre le problème de l'électricité. Et qu'est-ce que nous avons fait? D'abord, il fallait attirer les investissements. La MIBA qui était en difficulté, il fallait une alternative à la MIBA. Laquelle nous avons obtenu de AFEC qui a investi sur la mine de Tchiboué. Donc on a créé une société, l'État congolais à 50% et AFEC à 50%. Donc c'est une société qui exploite la roche de mer de Tchiboué, à Kimberley. Aujourd'hui, nous avons presque la même production, avec un avantage que la MIBA vendait 2 fois à 13, 12, 15 dollars, mais Sassim, qui est créé, vend sa production autour de 20, 22 dollars.
Sassim est une entreprise chinoise? Chinoise, donc sinon congolaise. Alors, cette société a eu l'obligation de construire une centrale hydroélectrique d'une capacité de 12 MW. Elle a construit. Nous avons une centrale aujourd'hui de 12 MW qui n'attend que le transport de l'énergie vers Mbujimaï. Il y a les 6 MW qui doivent aller à Mbujimaï, les 6 qui doivent être consommés par Sassim. Et Mbujimaï a combien le besoin de Mbujimaï en électricité? Bon, les besoins sont énormes, mais pour la desserte, un peu. Ça résoudrait le problème. Donc on a quand même... ça devait résoudre parce que la régie des zones a besoin que de 1,5 MW pour fournir de l'eau. Alors qu'est-ce qui bloque encore une fois? Pour le moment, il y a les travaux. Les travaux sont terminés de la construction. Maintenant, il faut construire les lignes électriques. Donc la ligne électrique qui amène de Toubi-Toubidi, la centrale de Toubi-Toubidi, de l'arrivée Ruby vers la société et de la société vers Mbujimaï. Ce projet a un financement complet déjà? Oui, c'est un financement complet. C'est l'apport des bailleurs de fonds, l'apport de AFEC pour exploiter la mine. Donc nous avons la mine, l'État congolais. AFEC a apporté les capitaux. Et parmi les capitaux, le 200 millions, c'était pour le projet de la construction du barrage et la desserte en électricité. Il faut attendre encore combien de temps pour... Bon, d'ici quelques mois. Quelques mois, c'est-à-dire, je dirais au maximum 2 mois. Alphonse Ngoï Kassanji, plusieurs domaines auxquels vous êtes attaqué, principalement l'éducation. Rapidement, qu'est-ce que vous avez fait? Dans le domaine de l'éducation, j'ai d'abord sorti les enfants des mines de diamants, parce que tout le monde était dans les mines. Et nous, Kasaï Oriental, nous avons une réputation d'être quand même intelligent. Vous l'avez dit, d'être intelligent. Vous avez tant de médecins, de professeurs, journalistes même, vous pouvez voir. Mais cette réputation, à un moment donné, il y a une génération qui a raté ça. Pour l'exploitation artisanale. Il fallait d'abord une campagne pour sortir les enfants des mines de diamants, leur construire des écoles. J'en ai construit 285 avec une influence positive d'être soit première ou deuxième province éducationnelle de la RDC. Pour l'année 2017-2018, nous sommes sortis deuxième. 2016-2017, nous étions première province éducationnelle. Donc depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez suivre les statistiques auprès de l'inspection de l'enseignement ou du ministère de l'Éducation. Donc nous sommes redevenus. Ça, c'est un des succès. L'intelligentsia congolaise qu'on nous reconnaît. Vous avez aussi réussi à stopper net la progression des Kamouina Sapo avec une magie ou une stratégie? Non, tout simplement, quand vous êtes dirigeant, il faut savoir comment s'y prendre. Si, à l'époque, mon collègue du Kasaï central m'avait écouté, on n'en serait pas là. Bon, quand c'est arrivé chez moi, j'ai eu l'approche pragmatique d'utiliser les notables du coin de Kabeye-Kamonga, de Miabi et de Chilin. Ça réussit, hein? Je les ai envoyés rencontrer leurs frères qui étaient dans la brousse. Nous avons initié des cultes et ça a réussi. C'est parti vite. La population n'en voulait pas. Et chez moi, ça n'a pas traîné. Donc ça n'a pas fait plus de 2 semaines. Hein. Chez moi, à Kabeye-Kamonga, j'avais terminé l'affaire. À Chilin, c'était l'affaire d'1 semaine. Donc vous comprenez qu'il fallait avoir l'approche pragmatique. Là où ça s'aimait la terreur, la désolation, chez nous, on a eu l'approche de proximité. Donc approcher les Kamouina Sapo, faire une cérémonie de paix, de réconciliation, et c'était réglé. Quand vous dites ça, excusez-moi, ça dit que vous êtes fier de ce que vous avez fait, bien que ce soit pas terminé avant que vous ne partiez. Mais, écoutez, il y a des projets dont l'exécution des travaux demande, c'est en termes d'années. Mais quand vous avez déjà fait, vous avez déjà eu, vous avez déjà le fonds, vous avez déjà le projet exécuté, c'est satisfaisant. C'est bien. Vous avez atteint votre objectif. Et donc, j'ai laissé la centrale de 12 MW pour ma population. Je suis joyeux. Mais pour l'eau... C'est la seule centrale que vous avez construite. Bon, du moins pour ça.
Hein? 12. Pour 12 ans, une centrale. Mais, Madame Françoise, dites-vous, quand les gens parlent d'une province riche, il faut savoir que la richesse, il faut la relativiser. C'est-à-dire, vous pouvez être assis là où vous êtes en dessous, vous avez les minéraux, mais il faut les investissements pour accéder à ces minéraux, à cette richesse. Et ça demande des investissements, ça demande des fonds qui viennent d'ailleurs, qui ne dépendent pas de vous. Ce sont les aléas qui ne vous permettent pas d'atteindre les objectifs que vous voulez. Mais là, ce sont les difficultés construire que vous avez rencontrées. une centrale, je vous ai parlé de 200 millions de dollars. Est-ce que la province dispose de 200 millions de dollars? Non. Alors, s'il faut en avoir 3 ou 4, la province dispose de combien? Ça vous demande... de mobilisation de la province. En local, on n'a pas plus de 400 millions de fonds. 400 Actuellement, millions de francs. 400 millions de fonds. Alors, vous ne savez pas mobiliser les recettes? Non, il y a un problème. C'est pourquoi quand je dis, oui, c'est bien bon de dire peuple d'abord. Mais moi, je dirais aussi, ajouter à peuple d'abord, qu'on ajoute ce que le président Jeff Kennedy des États-Unis avait dit aux Américains. Et c'est ça qui avait révolutionné la vie des Américains. Jeff Kennedy avait dit, ne me demandez pas ce que l'Amérique va faire pour vous, a fait pour vous. Mais ce que vous population américaine, vous faites pour l'Amérique. Alors, puisque vous posez cette question, l'AMIBA, miroir, étoile de cette province, par terre, on a vu des chèques signés par le chef de l'État, des acomptes ont été payés, mais l'entreprise ne démarre toujours pas. L'entreprise qui en principe emploie le gros du personnel de cette province, là aussi vous avez failli un peu. Bien, les questions liées à l'AMIBA ne dépendent pas de l'autorité provinciale. Nous faisons un lobbying. Bien, quitte au gouvernement qui est responsable de l'entreprise à travers son ministère de portefeuille, de faire le reste. Nous avons fait notre part. Pour une lecture sérieuse, pour vous, pour avoir été là-bas, parce que les emplois seraient créés dans votre province d'abord, pour ce dossier-là particulièrement qui a engagé beaucoup d'énergie, où serait la petite erreur? Bien, la petite erreur, je dirais qu'elle vient d'abord du choix des dirigeants de l'AMIBA. Le manque de suivi. Voilà les deux choses. Le choix et le manque de suivi. Les chefs de l'État avaient remis un chèque, quand on vous en parlait, Joseph Kabila Kabang avait remis un chèque de 20 chèque millions. Sans provision ou chèque 20 millions de dollars. De l'argent. 20 millions. Et les fonds décaissés, c'était 10 millions. On décaissait progressivement, en fonction des investissements et d'atteinte des objectifs. Les 10 millions décaissés, 60% étaient destinés à la certification des réserves. Un mauvais choix. Parce que pour moi, à l'époque, j'avais conseillé qu'on en affecte à la production. Et qu'à travers la production, qu'on réinvestisse pour la certification des réserves. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la SACIM qui n'a pas fait la certification des réserves de la mine de Chiboué, qui n'a utilisé que les études faites à l'époque par l'AMIBA. C'est avec ces études qu'elle produit. Et les études étaient exactes. Donc c'était des fonds dilapidés. Monsieur l'ancien gouverneur, de quoi regrettez-vous pendant tout ce temps que vous avez passé à la tête de la province que vous n'avez pas pu faire? Bien, vous savez, mon regret est d'avoir rencontré une partie, pas tout le monde, une partie de la population hostile aux actions de développement. Je vous en donne l'exemple. Je commence la construction de l'avenue Kalonji, qui passe devant la permanence de l'UDPS. Les engins sont en train de travailler. Moi, le gouverneur, on me jette les pierres. On jette les pierres sur les chauffeurs, etc., les empêchant de travailler. Donc, pourquoi c'est moi qui fait?
Expliquer que Vous c'était voyez? important. Expliquer, c'est important. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une action synergique à mener. Et du côté des dirigeants qui doivent prendre en compte les besoins, en premier les besoins de la population. Mais la population, il faut changer sa mentalité. Donc, je n'ai pas réussi à changer totalement parce que une population qui avait l'habitude de, pour un parti politique, quand il soulève son drapeau, tout le monde doit s'arrêter, c'est comme un drapeau du pays. Et donc, hostile au fonctionnement d'autres partis politiques. Pour libéraliser cet espace politique, il fallait conjuguer des efforts. Et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, on a libéralisé l'espace. Il faut maintenir cet élan, parce qu'après nous, on apprend des choses, hein, des pillages, signes de l'intolérance politique, etc. Voilà. Vous apprenez aussi qu'il y a des joueurs, des clubs que vous avez créés qui revendiquent des mois d'impaiement. Bien. Juste après vous. Bien, vous savez qu'il faut féliciter tout dirigeant sportif, hein, congolais, aujourd'hui, avoir géré 9 ans l'équipe de Sanga Balende. L'AIC, au niveau des top 4 de la RDC, c'est pas chose facile. Est-ce que vous comprenez ces revendications? Le phénomène bizarre est que le mensonge circule plus que la vérité. Donc on s'abreuve vers des sources informelles, mais qui ont une puissance de communication terrible. Je vais vous dire qu'à chaque fois que nous amorçons le processus électoral, il y a un mensonge qui est fabriqué. Comme par exemple la fois dernière, on fabrique un mensonge, j'entendais, sur un opérateur économique. On dit, bon, le gouvernement a tapé un opérateur économique. Il est malade, on l'a transporté, KB. Il est en Afrique du Sud. Et pourtant, ce KB-là est allé au mariage de son fils aux États-Unis. Donc ça aussi, c'est à mettre sur le compte d'un mensonge. Mensonge. Ça circule, ça a une puissance, c'est démoniaque. 9 mois d'arriéré, c'est un mensonge. Les arriérés rassemblés au cours des années peuvent se justifier dans la mesure où nous n'étions pas du tout... J'ai quitté la province. Vous savez que nous fonctionnons, l'équipe, c'est moi qui finance de ma poche. Mais il y a quand même un comité. Il ne faut pas que quand le président est là, que les choses marchent. Quand le président est parti, le comité ne peut pas tourner, ne peut pas fonctionner. Il faut que le président suive les petits détails. Donc, il faut que le comité c'est au niveau des petits détails que le comité devait quand même s'employer à résoudre certains problèmes. Et nous avons terminé notre championnat en bonne et due forme. Si Sanga Balenda joue tous ces matchs, il n'y a pas eu un seul forfait. On est allé partout où nous en avions le devoir. Donc, qui finançait ça, c'est toujours le président. Mais les équipes congolaises rencontrent les difficultés. Qui sont les mêmes? Vous les trouverez chez les DSMP, chez beaucoup d'équipes. C'est parce que c'est ça que nous voulons initier la loi sportive ou quelque chose des amendements pour que l'État appuie les clubs. Parce que le football unit quand même. C'est le seul domaine qui unit les Congolais. Vous permettez que je termine par cette question, parce qu'elle brûle sur les lèvres. Comment avez-vous perçu le fait que vous soyez le mal-aimé des obsèques de Feu Etienne Tshisekedi? C'est quelque chose que nous devons combattre. Vous avez un groupe de gens jaloux qui ne veulent pas de l'expansion ou soit de la montée d'un leader quelque part. Donc, il faut organiser. Si vous voyez bien cette image, c'est pas tout le stade, c'est pas tout le monde, mais un groupe de gens qui va arracher les calicots, ça vous a choqué, etc. Il faut combattre ça. Parce que si on ne combat pas ça, cette manière de faire là, en tant qu'animal politique, si on veut réciproquer, où est-ce qu'on en sera? Et dire qu'on est en coalition. Quand on est en coalition, on doit traiter votre allié de la bonne manière. Il ne faut pas être allié, admettre. Parce que pour être au stade, il y a combien de gens? C'est un stade de 120 000 personnes. Mais vous pensez que
le FCC ne peut pas rassembler 120 000 personnes au stade. Ça, c'est des bonnes guerres. Hein. Mais est-ce qu'il faut en arriver là? Je crois que quand on est en coalition, nos militants doivent... Il y a la rééducation de nos militants pour les adapter, pour qu'ils sachent comment cohabiter. C'est très important. Il ne faut pas arriver à un lieu comme ça. Chez nous, en Chiluba, je vous dis quelque chose qu'on dit dans notre langage Luba. Et puis vous allez traduire. Allez-y, on termine. Il dit que mais c'est-à-dire la mort unit tout le monde, même vos ennemis, même vos adversaires. Donc quand il y a mort d'homme, tout le monde est là. Vous ne pouvez pas dire non, celui-là m'avait combattu, celui-là oui, parce que on vous accuse d'avoir tellement combattu l'UDPS qu'on vous fait payer cash. Non, les combats, c'est-à-dire quand vous libéralisez l'espace politique, vous permettez à d'autres partis de s'exprimer, c'est ça le combat dont vous entendez parler. Mais parce que moi je viens de là, je veux vous dire une chose, de tout ce monde-là, personne, peut-être que quelques-uns peuvent avoir vu l'écriture d'Étienne Tshisekedi. Mais moi j'ai une lettre m'adressée par Étienne Tshisekedi de son vivant. Donc papa Étienne, il m'a écrit de sa propre main. J'étais un grand contributeur de l'UDPS. Hein. Donc il faut que les gens sachent... C'est des révélations qui méritent une autre émission pour aborder ces questions en toute sincérité. Merci l'honorable député de nous avoir accordé de votre temps. Madame, messieurs, vous avez suivi cet entretien, nous supposons, avec beaucoup d'attention. Il n'a pas tout fait. Il y a des choses qui ont été lancées et d'autres qui continuent à être lancées pour le bien-être de la population. À vous de juger sur son bilan des 12 ans à la tête de la province orientale. Merci et à très bientôt.